Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné numéro 192, consacré aujourd'hui à Rocketman de Dexter Fletcher, biopic musical consacré à Sir Elton John, interprété par Taron Egerton. On retrouve aussi Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard aussi, que j'avais évidemment dans le film confondu avec Jessica Chastain, ça c'est mon petit problème. Et non, t'es pas d'accord avec ça? Ah bah moi je la confonds tout le temps. Et du coup pour parler d'Elton John, j'ai avec moi deux brillants chansonniers de la critique. Il fait toujours des expressions bizarres. Perrine Kenson. Salut David. Et Daniel Andréal. I'm still standing. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. On écoute un petit extrait de la bande-annonce. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? My name is... Reggie! Reginald Dwight. Reginald? That's my granddad's name. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? I'm thinking of changing my name to Elton. Alors, Daniel, tu vas être le juge. Je vais être le Julien Dupuis de cette émission. Ouais, alors la pétition, elle en est où? C'est une fanfaronnade totale. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors, il faut considérer beaucoup de choses pour Rocketman, parce que d'abord, évidemment, on va immanquablement le comparer à un autre film musical sorti l'année dernière. Donc, avant de faire ça, il faudrait se replonger un peu dans ce qu'est Rocketman. C'est un biopic produit par Elton John, supervisé par Elton John, sur la vie d'un certain Elton John. Et donc, ça donne un ton très contrôlé par Elton John, en fait, et tu le vois assez vite, en fait, puisque ça retrace un peu sa vie, jusque à peu près au moment où il se met en cure de désintox, et que, du coup, il va devenir un gars bien. C'est ça, en fait, on va découvrir que Elton John, en fait, c'est une belle personne, et que beaucoup de gens lui ont voulu du mal. Et il y a quelques passages intéressants, à mon avis, qui est, c'est principalement le début, puisque on s'appesantit beaucoup sur la relation qu'il a avec Bernie Taupin, qui est son parolier, en fait, et qui est joué par un Jamie Bell vraiment génial. Et c'est ça aussi un peu la classe de ce film, peut-être par rapport à son concurrent direct de l'année dernière, c'est que les acteurs sont vraiment tous au diapason, et qu'il y a un peu plus de réalisation que dans... ça y est, il faut que je dise Bohemian Rhapsody, ça y est. Ça y est, mentionne-le, à vous. Ah, tu c'est bon. de ça. Il y a aussi un truc, c'est que, comme c'est balisé, j'ai trouvé ça un petit peu chiant au bout d'un moment. Mais je me mets à la place des gens qui vont aller le voir, parce qu'il y a plusieurs publics qui vont aller voir ce film. Et moi, je me suis un peu ennuyé à partir d'un certain cap, parce que ça commençait à cocher toutes les cases des biopics, c'est-à-dire, il a pris de la drogue, il devient quelqu'un de vachement moins bien, mais il va s'en remettre au bout d'un moment. Il a des problèmes avec son père, Freud. Et en même temps, j'ai pensé à tous les gens qui vont regarder ce film comme il est vendu, c'est-à-dire comme un sing-along, en fait. Je pense que si tu vas dans le Castro et dans 6 mois et qu'ils vont proposer le film en version sing-along, parce que en fait, finalement, ces films-là, tu vas les voir parce que si t'aimes pas les chansons, en fait. Et il y a quand même un très 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 belle discographie d'Elton John, quand même, de ses débuts à 83. Donc, pour tous ces gens-là, pour tous les gens qui ont envie de chanter sur leur fauteuil, et il y en a beaucoup, tous les gens qui m'ont dit Perrine lève la main. Moi. C'est un film assez réjouissant, mais c'est un film album, en fait, et il est pas trop mal exécuté. Les acteurs sont tous vraiment, alors firmament. J'ai mentionné Jamie Bell, mais il y a Bryce Dallas Howard que tu as du mal je confonds. Je vous renvoie à la chanson I Am Not Jessica Chastain. Et il y a même Taron Egerton, faut quand même le dire, qui, bon, évidemment, c'est le passage obligé de la transformation, mais qui rechante toutes les chansons et de manière assez habile. En fait, ce film est une comédie musicale. On retrouve les mêmes temporisations que dans les comédies musicales, c'est-à-dire au début, il va s'asseoir sur un banc et dire, comme la princesse d'une conte de fées, des choses auxquelles il rêve dans la vie, et t'auras la chanson de ses aspirations, c'est La Petite Sirène. Ensuite, il y a un moment, ça va être le deuxième acte, ça va être le moment où c'est dur, où il va se disputer avec ses amis, c'est le moment immanquable de fin de deuxième acte de tous les comédies musicales, et à la fin, c'est
c'est la fin, naissance, c'est le purgatoire et après paf, il est reparti comme en 40. C'est un film qui va plaire, c'est pas très, on va pas diviser avec ça, mais c'est un film qui va vraiment plaire aux fans, mais alors les autres ils vont trouver ça balisé. Alors je vois Perrine qui fait non, parce Perrine que qui fait non. t'es pas fan d'Elton John, mais t'as adoré le film. Pas plus que ça. Honnêtement, je connais plein de chansons d'Elton John, évidemment, mais évidemment ou pas d'ailleurs, mais en tout cas j'en connais plein, mais je suis pas une fan absolue du tout d'Elton John. Et moi je trouve au contraire que le film est vraiment très réussi. Donc je vais aussi directement passer sur Bohemian Rhapsody. Bien sûr que la comparaison elle paraît évidente dans le temps. Mais Bohemian Rhapsody était aussi en partie écrit par l'équipe restante de Queen, hein, donc dans le genre on réécrit l'histoire, on était là aussi. Donc, mais ça me dérange pas en fait que Elton John soit aussi impliqué, puisque finalement c'est un film, c'est un portrait c'est presque un autoportrait de lui. Moi ça me dérange pas, et au moins c'est totalement assumé. Après je trouve que le film, contrairement à Bohemian Rhapsody, a de la mise en scène. Il a pensé, il a de la mise en scène. Il y a une réflexion dans la mise en scène. Clairement, c'est une comédie musicale. Clairement, c'est un musical. Et j'aime bien le fait qu'ils prennent cette direction-là parce qu'en plus, ils l'assument totalement. Et on a des morceaux. On a l'impression de regarder un spectacle de Bob Fosse. Enfin, c'est des trucs, c'est vraiment très beau. L'arrivée de Taron Egerton dans le film sur Saturday, comme ça, où on est clairement dans une sorte de comédie musicale à la Bob Fosse, c'est absolument grandiose. Donc moi, ça m'amuse énormément. Il y a vraiment beaucoup d'idées de mise en scène. Et pour moi, la première idée, qui est vraiment la première chose qu'on voit, c'est lui qui arrive en costume de scène comme ça de diable rouge avec des ailes, et clairement on voit ça et je me dis, mais au fur et à mesure du film on va le revoir à plusieurs moments, et je me suis dit mais c'est brillant d'avoir fait ça, puisque clairement on est en train de nous raconter l'histoire d'un personnage qui tout le long on lui a dit que c'était la lumière, qu'il était la lumière, qu'il apportait la lumière, et que il est tombé. C'est un ange déchu, c'est Lucifer, et le fait qu'il arrive dans le film en Lucifer, et que au fur et à mesure il va se déshabiller, il va enlever ce costume, il va enlever le masque, et il va finir par assumer qui il est, parce que c'est l'histoire d'un personnage qui ne s'aime pas, qui ne s'est jamais aimé, qui n'a pas su comment s'aimer et ni aimer, et jusqu'à finalement la renaissance finale. En partie par ses parents. Oui, mais voilà, mais après qu'on dise que c'est balisé, en même temps c'est son histoire. Enfin, je veux dire, et l'histoire. Non, mais c'est balisé dans l'histoire des biopics musicaux. Oui, quoi. mais en même temps c'est son histoire. Et les biopics musicaux, c'est même assez hallucinant d'ailleurs finalement au bout du compte, parce que tu prends Bohemian Rhapsody, tu prends Ray, tu prends peu importe, tu t'aperçois d'un truc, il y a deux solutions. Soit ils sont tous là genre ah là là on est des artistes, on est géniaux, on va tomber dans la drogue, ça va pas bien du tout parce qu'on a des trucs à régler, et finalement on s'en sort, on survit, on devient les superstars qu'on est, et qui sont toujours, ou ils meurent. L'autre choix, c'est il meurt. Donc c'est contrôle. Je suis team mort, moi. Mais je veux dire, team Amadeus. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que finalement, faites pas rockstar ou faites pas star de la chanson, parce que le chemin est quand même pas sympathique visiblement. Mais moi, je trouve que la façon dont c'est raconté dans Rocketman, et en plus avec un sens du kitsch extraordinaire qui va tellement bien à Elton John, et qui est, pour le coup, il utilise ce kitsch pour en faire quelque chose de dramatique. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. Je pense pas que c'est le film de l'année, mais je pense que c'est vraiment, pour le coup, en plus Rocketman Bohemian Rhapsody que j'ai vraiment détesté. Pour moi, ce film-là, d'un seul coup, il a un point de vue, il a un angle, il raconte quelque chose, il raconte un personnage, et en plus, il est pensé. Donc moi, c'est vraiment ça a été et en effet, j'ai chanté pendant tout le film, ce qui a bien saoulé mon voisin de projection, clairement. Mais voilà. On s'excuse auprès de lui. Si vous nous écoutez, pardon. Mais du coup, c'est intéressant parce que moi, plutôt que Bohemian Rhapsody, alors peut-être aussi parce qu'on est à Cannes, mais le film auquel j'ai davantage pensé, c'était un film qui était en compétition l'année dernière, c'est Leto. Surtout pour la manière dont les scènes musicales viennent surgir dans le récit. Ouais, et ça, c'est un aspect qui est assez réussi dans Rocketman, et qui rend du coup les numéros musicaux assez fluides. Je trouve que l'interprétation est aussi très réussie. Taron Egerton, que moi je connaissais pas vraiment. Kingsman. Robin des Bois l'année dernière. Alors je l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, c'est le jeune. C'est le jeune dans Kingsman, pardon. Je trouve que là il s'en sort vraiment très bien. Il est spectaculaire dans le film. Qu'est-ce que Daniel, toi il y a un truc qu'il faut quand même voir. On parlait de balisage en fait dès le début en fait.
il fait un salut. T'as l'impression que vraiment ça a été fait sous la dictée d'Elton John. Dès le début, t'as un salut à ses pairs puisque il est dans la salle où Bob Dylan a été. Il y a Léon Russell avec qui il va faire un album 40 ans plus tard, qui est mentionné. Vraiment, il fait vraiment des énormes gros clins d'œil qui, à mon avis, sont un peu abusés parce qu'il réécrit sa vie un peu comme il veut. En fait, ce qui m'a ennuyé un peu, c'est le manichéisme de la situation, puisque en fait, au bout d'un moment, tu comprends que il n'est pas fautif et qu'il n'est pas insupportable parce qu'il est insupportable ou parce que il nous fait un peu une Edouard Baird, c'est un génie et il faut l'accepter comme tel. Tous les autres, son manager est méchant, tous les autres managers autour de lui, tous ceux qui gravitent autour de lui, c'est des méchants. Bernie Taupin, c'est pas un méchant. Non, mais Bernie Taupin, c'est le seul lien d'amitié et d'humanité qu'il. D'ailleurs, Bernie Taupin, tu sens qu'il a encore envie de faire des albums avec lui parce qu'il est vraiment très très très, très bien traité. Mais en même temps, c'est une déclaration d'amitié. Enfin, moi, ça aurait pu être un beau film de bromance mais en même temps, évidemment, quand on voit ce film-là qui arrive après Bohemian Rhapsody, il faut s'intéresser aussi à la logique de comment ce film a été fait. Après, on peut être qu'on aime Bohemian Rhapsody, qu'on aime ce film-là. Il y a un truc qui est assez revendicatif, c'est le fait qu'on acte que le camp et que toute cette culture LGBT puisse être montrée. C'est génial. Alors, et en parlant de ça, la scène de sexe. Dans le film, il y a une scène de sexe homosexuel. Enfin, excuse-moi, j'ai pété ton effet, je suis désolée. Non, mais j'allais venir. C'est que faut pas s'attendre du coup, parce qu'ils sont obligés de plaire au plus grand nombre, c'est-à-dire être vendus à la fois en Russie et en Chine, qui sont très très regardants là-dessus. Du coup, il y aura pas un pénis et du coup, c'est une version de sa vie qui est très light, quoi. Oui, mais comme Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est des mecs, visiblement, leur vie, elle n'était pas interdite aux moins de 18 ans, et là, ils nous en font une version très. Je trouve qu'il laisse beaucoup moins. Il assume plus de choses en fait négatives de lui que Bohemian Rhapsody n'en assumait de Freddie Mercury. Et même si Freddie Mercury passait vraiment pour un connard la plupart du temps dans Bohemian Rhapsody d'ailleurs, tu sens que c'était les autres qui avaient écrit, mais parce que lui est mort. Et donc, mais non, clairement, moi je trouve qu'il passe si rated R en fait le film à ce niveau-là, PG-13 plutôt. Il est pas du tout si simple. Il avoue des choses. Enfin, moi je trouve qu'il avoue tout. Après, clairement, il va pas obligé de tout montrer, mais il y a quand même une scène de sexe homosexuel dans un blockbuster, mais ça n'est jamais arrivé. Et c'est une scène de sexe homosexuel, tu veux dire? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'elle a dit. Pardon, excusez-moi, mais ça n'est jamais arrivé. C'est pas un argument de vente, c'est pas un argument quoi que ce soit en termes de pour le film. Sans doute, ça va lui supprimer beaucoup de territoire. Peut-être, mais moi, je trouve que c'est quand même osé, c'est bien, et c'est bien en fait. C'est-à-dire que de toute façon, on va pas faire semblant, on va pas se pincer le nez en disant putain, il est gay, Elton John. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est que justement, tu dis, il réécrit sa vie. Mais tout le long du film, tout le début du film, tout le long du film d'ailleurs, on a ce fameux personnage, donc ce fameux Elton John en Lucifer, et tu t'aperçois que dès le début, mais de moins en moins par la suite, puisqu'il plus il se déshabille, plus il affiche sa vérité, mais c'est un menteur. C'est un menteur né. C'est quelqu'un qui va préférer la légende à la réalité. C'est quelqu'un qui va toujours plus... faire de ça quelque chose de plus grand. Et donc le fait que le film, même si le film est sûrement mensonger sur plein de choses, mais moi ça me dérange pas du tout en fait. T'as totalement raison sur le fait que c'est un mensonge, parce que dès son premier concert aux États-Unis, les gens s'envolent dans les airs parce que le concert est tellement bien. Ce qui s'est jamais vu pour l'instant. Mais c'est de l'image. Oui, bien sûr, mais genre à partir du moment où le mec écrit sa propre légende et que les gens s'envolent. Oui, mais c'est ce que lui a ressenti. C'est purement de la mise en scène, comme la scène où on le voit avec d'autres personnages en noir et blanc et lui en couleur. Enfin, il y a des aspects comme ça. Elle est pas mal cette scène. Mais il y a un autre truc, je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur la question de son homosexualité, parce que c'est aussi un arc narratif dans le film qui est important, c'est comment il arrive, non pas à l'assumer, parce que ça il l'assume, mais à le dire d'une part à sa mère et à remettre en question le fait de l'assumer publiquement. Et ça a été un truc, notamment parce que son manager et amant voulait, pour des raisons commerciales, pendant très longtemps ne pas le dire. Lui-même assumait pas, il s'est présenté bisexuel pendant très longtemps. Et du coup, le film, presque en tout cas dans sa temporalité, s'arrête au moment où il finit par dépasser et faire une sorte de coming out public, qui est pas mis en scène de manière littérale, mais plutôt de manière métaphorique.
c'est un aspect, je pense, qui est important du film, qui même par les cartons de toute fin, qui signale ouais, alors là, qui nous rappelle qu'il a lutté pour beaucoup d'œuvres caritatives, voilà, mais notamment qui marque son engagement dans la recherche contre le sida. Donc il y a quand même tout un truc là-dessus qui, je pense, en tout cas dans son esprit, sont assez revendicatifs et importants. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'homosexualité est l'un des sujets au-delà de la vie d'Elton John, qui est le sujet du film. Pour moi, c'est l'autre thème principal du film, c'est l'homosexualité et comment le fait qu'on interdise à quelqu'un d'assumer ce qu'il est, qu'on lui refuse ça, et donc que c'est ancré en lui d'une part, parce qu'il refuse d'assumer qui il est, ça le rend très malheureux. C'est quelqu'un de profondément malheureux qui va lutter pendant des années pour finalement apprendre à s'aimer, alors qu'on lui a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'il s'aime comme ça, que de toute façon il serait, et c'est un personnage le film traite vraiment de cette question de l'homosexualité, quand on en fait un péché, quand on en fait quelque chose à rejeter, quel impact ça a sur une personne. Et je trouve que c'est plutôt bien raconté dans le film, en fait. Il y a une scène très belle, je vais vraiment dans ton sens, c'est que où évidemment il y a les scènes de drogue qui sont tristes, mais en fait on les a déjà vues 6 milliards de fois dans tous les biopics. C'est pour ça qu'ils en fait pas des caisses. Ils en ont pas fait des caisses, mais par contre la scène où il se marie à son placard, comme on dit, qui est super bien, qui est d'une glauquitude infâme, puisqu'il vit dans son monde de poupées à LA, et puis tout d'un coup il est marié à une fille avec qui il n'adresse pas la parole, et en 2-3 plans tu comprends exactement la problématique, et puis évidemment j'ai un peu gossé les problèmes liés à son père et sa mère, mais qui sont aussi très importants. La disposition alcoolique anonyme dès le début favorise en fait ce genre de résolution des conflits, c'est-à-dire qu'à la fin littéralement tout le monde finit par l'applaudir en lui disant t'es super, t'es une belle personne, même les gens à qui il était en bisbille, et c'est une manière de se réconcilier en fait. Ce film c'est comme on disait à l'époque, Prince, quand il avait besoin de faire une thérapie, il faisait des albums. Elton John, il fait un biopic. On va s'arrêter là-dessus, et avant de se quitter, vous connaissez la tradition, une petite reco pour nos éditeurs. Ça peut être ce que vous voulez dans l'univers de la pop britannique ou pas du tout. Perrine, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Alors, rien à voir avec Elton John, mais un autre groupe, et en mode sing-along, parce qu'en fait, le film m'a fait penser à ça, en fait. Le film m'a fait penser à beaucoup de choses, mais j'ai pensé à Mamma Mia, en vrai. À Mamma Mia, avec cette même ambiance un petit peu décontractée, le fait que les chansons débarquent comme ça en plein milieu pour raconter finalement l'histoire des personnages dans Mamma Mia, mais aussi là on utilise les chansons d'Elton John pour raconter Elton John, mais aussi les autres personnages qui l'entourent, ce qui est très très joli en vrai dans le film. Et parce que les autres personnages chantent aussi, et c'est vraiment chouette. Et voilà, donc ça m'a fait penser un petit peu à Mamma Mia, qui pour moi est une très très agréable friandise que j'ai toujours plaisir à revoir et revoir. Ok. Et pour ma part, en fait, moi je me disais, est-ce que je vais parler de Jamie Bell dans Transpersonnage, qui était vraiment incroyable. Enfin, j'adore cet acteur. Mais en fait, je me suis dit, on n'a pas parlé d'une personne, c'est Lee Hall qui a écrit le script de ce film avant de se faire des retouches sans doute par Elton John. Et Lee Hall a quand même écrit Billy Elliot, et aussi il a écrit un de mes Spielberg tardifs préférés, qui est War Horse, donc Cheval de guerre. Et j'adore ce film. Je sais pas si on avait parlé à l'époque, mais il y a une... Nos ciné n'existaient pas encore. Nos ciné n'existaient pas, et puis sans doute on aurait peut-être dit du mal de Sacromo. Moi j'adore ce film, j'adore l'émotion que me dégage tous ces sentiments de familiers entre le cheval et ses différents maîtres. C'est mon film. Je suis très sensible aux films d'animaux, et en particulier les films de chiens, et donc ce film m'a provoqué, avec ce film de cheval, m'a provoqué l'émotion. C'est un cheval, hein. Ce film avec ce film de cheval m'a provoqué l'émotion, la même émotion qu'un film de chien. Donc j'adore War Horse. C'est pas peu dire. J'adore ce film. Voilà, c'est mon Spielberg sous-côté préféré. Bon, merci Daniel, merci Perrine, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Solène et Quentin pour la réalisation, merci à Camille et Juliette pour la prod. Retrouvez-nous sur Binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.